nous enchaînons avec cette présentation du tome 1 du rapport sur les ingénieurs, sur la mémoire des ingénieurs des bases aériennes. Alors, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est 11 années de travail avec des contraintes plus ou moins fortes, et je suis très très heureux qu'enfin cela aboutisse à du concret. Alors du concret, je dirais papier, et du concret virtuel, puisque depuis déjà aujourd'hui, peut-être même hier ou les jours précédents, ce tome 1 est disponible sur Calameo, et il sera disponible en version papier dans environ 3 à 4 semaines. Voilà, donc vous pourrez à ce moment-là vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà consulté sur Calameo. Alors, ces travaux ont abouti à deux documents. Donc, le premier est disponible aujourd'hui, le suivant qui sera disponible dans quelques mois, compte tenu du volume des informations qui avaient été recueillies, qui rendaient difficilement maniable un document unique, et d'autre part les contraintes budgétaires et les contraintes de mise en forme définitive de l'ensemble du document. Alors, le sous-titre du tome 1, 80 ans de service civil et militaire, fait référence à l'année 1928, qui a vu apparaître la notion de service des bases aériennes, qui à l'époque avait été initiée par Albert Cacot, qui est un des grands ingénieurs de génie civil du corps des ponts et chaussées, et qui couvre jusqu'à la disparition des services des bases aériennes et des échelons bases aériennes des DDE au 1er janvier 2008. Donc, comme je l'ai dit, le tome 2 portera sur les métiers des ingénieurs des bases aériennes, puisque la grande spécificité française, je ne sais pas si c'est une spécificité, mais je ne connais pas suffisamment les situations à l'étranger, mais le grand principe a été d'avoir une structure qui réponde à la fois aux besoins civils et militaires, et ceci à travers les vicissitudes de l'histoire, et notamment des découpages des attributions ministérielles au cours du temps, puisque dans la période de l'entre-deux-guerres, il y a eu très souvent un ministère de l'air qui coiffait l'ensemble des activités aéronautiques, civiles et militaires, que ce ministère de l'air a été maintenu jusqu'en 1945, et qu'il a disparu à ce moment-là, mais l'État a souhaité conserver l'unité de la gestion ce qu'on appelait des bases aériennes, c'est-à-dire les aéroports civils et les aéroports militaires, et puisque les technologies utilisées et les méthodes utilisées pour la gestion de ces infrastructures étaient tout à fait proches, et que l'un des objectifs principaux était d'éviter de faire des doubles emplois. Voilà, alors je vais maintenant passer la parole aux personnes qui ont, je dirais, été vraiment les acteurs de la rédaction de ce document et de sa mise en forme. Et je pense que ça va être d'abord Kim Nguyen qui va nous faire cette présentation. Merci Jean-François. Oui, le micro ne marche pas. Hein. Je voulais rappeler l'origine du groupe, à savoir que je suis remonté à l'année 2011. Pardon. Tu veux venir par là? Pareil. Merci.
Non, non, c'est juste. Le micro est là-dessus. Le micro est là-dessus. Ce micro-là, je peux prendre. Restez assis. Installe-toi là. Oui, je voulais rappeler l'origine du groupe de travail qui remonte à l'année 2011, lors de l'Assemblée générale du GIACRE du mois d'avril. Monsieur René Bosque, qui est ingénieur général honoraire des ponts, classe spéciale des bases aériennes, a sollicité l'accord de la DGAC et l'accord du GIACRE pour la mise en place d'un groupe de travail spécifique au corps des ingénieurs des bases aériennes, corps qui méritait un ouvrage comparable à celui établi pour le corps des ingénieurs de la navigation aérienne. Et là, je me tourne vers le président du groupe, Claude Labbé. Le groupe Labbé a donc établi un ouvrage intitulé « Le temps des ingénieurs de la navigation aérienne, mémoire technique » portant sur la période 1945 à 1985. Donc, je disais que cela remonte à loin, 2011, mais à la décharge du groupe, il y a eu la pandémie Covid-19 qui a fait perdre au groupe. Attends, coucou. C'est bon. Non, c'est bon, allez. Qui a fait perdre au groupe au moins 2 années de réunion. Hein. Et avec les petits incidents de santé des uns et des autres, le groupe, par rapport à son tableau de marche, s'est retrouvé avec en gros 2 ans et demi de retard. Hein. Mais quoi qu'il en soit, sur la base des rails tracés par René Bosque, le groupe a tenu à finir son travail. Et donc, nous y voilà avec l'ouvrage portant sur les 80 ans de service civil et militaire. Le tome 1, 80 ans de service civil et militaire. Donc, Jean-François Vivier a rappelé le pourquoi des 2 tomes, sachant que le tome 1 est déjà sur le site Calaméo et que la diffusion en version papier va arriver incessamment sous peu, hein, et sera distribuée prochainement. Voilà, donc je voulais rappeler aussi donc, pourquoi le retard, et nous allons proposer d'aborder le tome 1 chapitre par chapitre. Mais avant d'aborder le vif de l'ouvrage, je voulais rappeler un point historique important, à savoir que à l'origine, les activités civiles et militaires étaient placées sous l'autorité d'un même département ministériel qui est le ministère de l'Air. Et ce n'est que fin décembre 1945 que les 2 activités se sont séparées, lorsque les attributions dévolues à la gestion de la partie civile ont été transférées au ministère des Travaux publics. Et au sein du ministère des Travaux publics a été créé le SGACC, le Secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, devenu par la suite SGAC, et enfin la Direction générale de l'aviation civile que nous connaissons. Et là donc, la DGAC s'est vue confier un bon nombre de missions de la part du gouvernement, dont la mission importante du domaine aéroportuaire. La DGAC est devenue le créateur, l'aménageur et aussi responsable de l'entretien du domaine aéroportuaire. Et là, je voudrais juste rappeler le texte qui organise l'administration centrale de la DGAC et qui précise à nouveau l'unicité de l'infrastructure aéronautique, civile et militaire. Donc,
avec la création du SGACC fin décembre 1945, le réseau des bases aériennes s'est développé et l'ensemble représente un effectif de 1000 personnes réparties dans les services suivants. La direction des bases aériennes qui est devenue le service des bases aériennes en 1978, le service technique des bases aériennes, les 3 services spéciaux des bases aériennes que sont le service spécial Île-de-France, Bouches-du-Rhône et Gironde. Et à cela, il faut ajouter les 4 équipes spécialisées des bases aériennes qui ont la charge de l'entretien des terrains et des plateformes gazonnées notamment. Donc, ce réseau des bases aériennes est en parallèle avec un réseau des directions départementales de l'équipement. C'est le réseau des services locaux des bases aériennes qui emploie environ 1400 personnes également. Donc, le service des bases aériennes au sein de la DGAC est resté service constructeur de la DGAC, comme la direction de l'infrastructure de l'air est restée un service constructeur pur, mais à la différence, c'est que le réseau des bases aériennes a hérité de la responsabilité d'étendre l'économie du transport aérien qui est au niveau que l'on connaît en France, avec notamment plus de 400 aéroports de toute taille pour l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et le tourisme. Donc, l'unicité du domaine civil et militaire réaffirmée par cet arrêté d'octobre 1978 précisant l'organisation centrale de la DGAC. Et donc, je ne vais pas m'appesantir sur l'importance des services des bases aériennes sur les plateformes aéroportuaires et leur rôle joué dans l'aménagement du territorial et puis au niveau local. Et je voudrais simplement conclure mon panorama en disant que quand on échange avec le personnel qui appartient au réseau des bases aériennes, on sent une grande fierté de la part de ce personnel, sentiment de fierté qui est triple, à savoir que le personnel est fier d'appartenir à la grande famille des bases aériennes, il est fier de participer activement au service public qui a été confié à la DGAC, et puis enfin, il est fier d'être devenu des partenaires, des assistants permanents à des maîtres d'ouvrage militaires ou civils. Donc voilà pour la partie historique. Et maintenant, ce qui est prévu est que nous abordions l'ouvrage chapitre par chapitre. Et là, je pense que nous pouvons passer au corps des ingénieurs des bases aériennes. Et je pense que je vais passer la parole à Jean-Pierre Lalande. Voilà, alors l'ouvrage
est divisé en un certain nombre de chapitres. L'ouvrage est divisé en un certain nombre de chapitres. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est le chapitre 2 qui s'intitule « Les ingénieurs des bases aériennes ». Le chapitre 1, c'est un peu ce que vient de dire Kim. Il faisait le tour du réseau de services des bases aériennes. Il y a une description très détaillée dans le chapitre 1. Et maintenant, je vous parle du chapitre 2 qui s'intitule « Les ingénieurs des bases aériennes ». Et pour vous préciser qu'il a été entièrement rédigé par René Bosc, à part quelques encarts, la rédaction est entièrement de René Bosc. Alors, il parle sur son historique, il le fait débuter à Icare et à Dédale, mais voilà, il y a une diapo qui montre Icare et qui figure dans le bouquin. Mais naturellement, il passe assez vite sur le début de l'aviation et en particulier les balbutiements de l'aviation au début du XXe siècle. Et il a mis l'accent, il s'est appesanti, je crois, il a mis l'accent sur un événement qui s'est passé en 1928, qui a été un peu évoqué par Jean-François Vivier. Jusque-là, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, il y a eu une profusion d'aérodromes sur le territoire, et la plupart de ces aérodromes étaient mixtes. Et souvent, sur ces aérodromes mixtes, opéraient aussi bien les services du génie de l'armée de terre, surtout pour les zones qui étaient dévolues à l'aviation militaire, et le service des ponts et chaussées qui s'occupait surtout des zones dédiées à l'aviation civile. Mais quand il s'agissait des parties communes de ces aérodromes, c'est-à-dire la piste essentiellement, il y avait des problèmes et dans beaucoup d'endroits, la cohabitation entre le génie et les ponts et chaussées s'est révélée difficile. Et alors, il y a eu en 1928, le 2 septembre plus précisément, un accident qui a fait avancer les choses. Ce jour-là, le ministre du Commerce, Maurice Bokanovski, qui était présent dans la région de Nancy, il entreprend de se rendre dans la région de Clermont-Ferrand et il demande à se faire conduire en avion. Mais son avion s'écrase peu de temps après le décollage de Toul, entraînant la mort de tous les occupants. Naturellement, cet accident a eu un grand retentissement. À lire les articles de presse de l'époque, on dirait bien qu'il y a eu une insuffisance mécanique ou peut-être une erreur de pilotage parce que le pilote aurait voulu tourner trop tôt avant que l'avion ait suffisamment de vitesse. Mais ce n'est pas ça qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est qu'on a imputé l'accident à la faiblesse de la longueur de la piste et peut-être à ses dégagements insuffisants. Et aussitôt, et alors à cette occasion, on met en évidence les mauvaises relations entre l'officier du génie et l'ingénieur des ponts et chaussées. Et aussitôt, c'est-à-dire début septembre 1928, est prise la décision que dorénavant, c'est le service des ponts et chaussées qui sera responsable de l'infrastructure de tous les aérodromes, quels que soient leurs usages. C'est donc à ce moment-là qu'est né un principe qui a prospéré pendant 80 années au moins, le principe de l'unité de gestion du domaine public aéronautique. Alors, quelques jours plus tard, la décision était sans doute préparée de longue date, mais quelques jours plus tard a été créé le ministère de l'Air, qui comprenait une direction des services techniques et industriels de l'aéronautique, et c'est Albert Cacault qui est devenu le premier directeur de cette direction. Dans cette direction, il y avait un certain nombre de services de la navigation aérienne, service de la météorologie, je crois, et puis un service des bases aériennes. Et c'est donc fin septembre 1928 qu'est apparu ce sigle de base aérienne. Et alors, les ingénieurs qui étaient maintenant les ingénieurs des ponts et chaussées, qui ont eu à intervenir sur les aérodromes, ont gagné à cette occasion la qualification d'ingénieur des bases aériennes. Donc,
c'est ce double événement qui est à l'origine de ce qu'on appelle les ingénieurs des bases aériennes. Alors, René Bosque cite aussi une autre chose sur laquelle je voulais revenir. Alors, il détaille l'histoire des ingénieurs des bases aériennes, mais il a mis l'accent sur le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, il y a eu un problème de recrutement parmi les ingénieurs des ponts et chaussées qui étaient voués aux bases aériennes. Et alors, à ce moment-là, il a été décidé d'augmenter le recrutement de ces ingénieurs à la sortie de l'école polytechnique et d'assujettir les recrutés de la liste complémentaire à l'obligation de service outre-mer pendant les premières années de leur carrière. En complément de leur scolarité à l'École nationale des ponts et chaussées, ils passaient une année supplémentaire à l'École nationale de l'aviation civile et ils apprenaient à piloter. Et ensuite, ils étaient envoyés outre-mer. Donc, voilà des gens qui étaient étiquetés base aérienne dès leur sortie de l'ouvrage polytechnique. Alors, Bosque n'en donne pas le nombre exact, on ne sait pas très bien qui étaient ces ingénieurs des ponts et chaussées base aérienne d'outre-mer. Il semble que Henri Bilouette, qui était de la promotion 47 de l'X, en a été, puisqu'il a commencé tout de suite sa carrière sur des aérodromes en Indochine et que finalement, il a passé une grande partie de sa carrière sur les bases aériennes. Jean Chapert, qui est de la promotion 51 de l'X, lui, il l'a été sûrement. D'ailleurs, c'est lui-même qui mentionne le sigle d'IPC BADOM, ingénieur des ponts et chaussées des bases aériennes d'outre-mer. Il en a été. Et René Bosque, lui aussi, l'a été, sûrement. Et il a peut-être été le dernier. En tout cas, il disait qu'il avait été le dernier de ces ingénieurs-là. Et c'est peut-être aussi ce qui l'a motivé de proposer qu'on dresse la mémoire de ces ingénieurs des bases aériennes, puisque c'était ces ingénieurs des bases aériennes pures et dures, c'était une race en voie d'extinction. Voilà. Bon, il y en a beaucoup hein, sur le chapitre 2. Bosque parle beaucoup beaucoup d'événements. Je passe là-dessus et puis je passe au chapitre 3, puisque on m'a demandé de présenter ce chapitre 3. Absolument. Et ce chapitre 3 s'intitule « Intervention des ingénieurs des bases aériennes pour l'aviation civile ». Alors, je reprends un peu ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'après 1945, le ministère de l'Air a disparu et les attributions qui étaient précédemment dévolues au ministère de l'Air en matière d'aviation civile ont été transférées au ministère des Travaux publics et des Transports. Cependant, l'unité de gestion du domaine public aéronautique a été confirmée par un décret en 1951. Il n'y avait qu'un seul domaine public aéronautique et il était administré par le service des bases aériennes. Alors, service des bases aériennes qui avait une direction au sein du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, direction des bases aériennes qui plus tard est devenue service des bases aériennes. Alors, cette direction, initialement, mais elle l'a conservée tout le long, elle avait des attributions d'ordre technique et des attributions d'ordre économique et financier. Et ces attributions d'ordre technique s'étendaient aussi bien aux bases aériennes civiles qu'aux bases aériennes militaires. Par contre, les attributions d'ordre économique et financier ne portaient que sur les aérodromes civils. Il y avait au ministère de la Défense une direction qui prenait en charge ce genre de problème. Alors, le réseau des services des bases aériennes s'est mis en place progressivement à partir des années 1950. Vous en trouverez une description détaillée dans le bouquin. Je voulais attirer l'attention sur deux choses. La première, c'est qu'il a fallu résoudre les problèmes d'articulation entre les différents services intervenant sur les aérodromes civils,
puisqu'il y avait le service de l'exploitation, le service de la circulation aérienne, la station météorologique et le service des travaux. Et tout cela dépendait de chefs de service différents. Il a fallu les coordonner un petit peu, et ça fait l'objet d'un décret de 1949 qui classait les aéroports en deux catégories: les aéroports principaux, sur lesquels la direction de tous les services dépendait d'un seul fonctionnaire qui était désigné par le ministre, et les aéroports secondaires, où on pensait que le trafic ne justifiait pas la désignation d'un directeur. Alors, seuls Bordeaux-Mérignac et Marseille-Mérignac ont été qualifiés d'aéroports principaux. Et sur les aéroports secondaires, ce décret de 1949 semble reconnaître un rôle prépondérant à l'ingénieur en chef du service des bases aériennes du département, qui coordonnait un petit peu les autres. Alors, ceci a été précisé par un décret de 1960, et finalement, l'ensemble de ces deux décrets donnait un rôle important sur les aéroports civils aux ingénieurs des bases aériennes. Et je voudrais citer à cette occasion un épisode de la carrière d'Henri Billouette, dont je viens de citer le nom tout à l'heure, qui a d'ailleurs donné son témoignage dans le bouquin. Un épisode qui illustre cette importance. Il était directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques, et tout à coup, la CCI de Bayonne, qui exploitait l'aéroport de Biarritz, a déclaré forfait. C'était dans les années 75 à peu près. Et à ce moment-là, c'est Henri Billouette, en sa qualité d'ingénieur en chef du service des bases aériennes, qui a eu à résoudre ce problème. Le problème a été résolu par la création d'un syndicat mixte, et c'est aussi Henri Billouette qui est allé chercher un ancien de la SECNAC qui connaissait bien et qui est devenu le directeur de ce syndicat mixte. Ce qui perdure jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est toujours le syndicat mixte qui exploite l'aéroport de Biarritz, sauf erreur. Alors donc, dans ces années-là, les ingénieurs des bases aériennes avaient un rôle extrêmement important sur les aéroports, surtout sur les aéroports civils. Mais un petit peu plus tard, ce rôle n'a cessé de diminuer pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les ingénieurs de la navigation aérienne qui ont voulu leur part de responsabilité dans ces affaires-là. Et puis d'autre part, surtout, la plupart des aéroports ont été mis en concession, et les concessionnaires se sont équipés de services propres qui faisaient un petit peu ce que faisait auparavant le service des bases aériennes. Et on s'aperçoit qu'en effet, les effectifs du réseau des bases aériennes, qui étaient d'environ 2600 en 1987, alors tout compris, c'est les 1000 plus 1600 dont tu as parlé tout à l'heure, eh bien, il n'était plus que 1000 en 2004. Donc, les effectifs ont baissé. C'est une perte progressive d'importance de ce réseau. Bon, au début du XXIe siècle, il y a eu la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances et l'acte 2 de la décentralisation ont motivé de sérieuses réorganisations qui ont abouti au fait que les services qui s'occupaient des infrastructures aéronautiques, qui étaient moins nombreux qu'auparavant, se sont regroupés dans un service à compétence nationale qui a été le service national d'ingénierie aéroportuaire. Et dans les organigrammes du ministère, le service base aérienne a disparu à ce moment-là. Jean-François Vivier disait que c'était en 2008, c'est-à-dire exactement 80 ans après l'accident de Toul dont j'ai parlé tout à l'heure, après la création du ministère de l'Air, qui a été à l'origine de la dénomination de ces ingénieurs. Voilà.
Bon, alors le chapitre 3 cite aussi un certain nombre de prestations pour la navigation aérienne civile. Alors, pas pour les pistes et taxiways, ça viendra dans le tome 2 de l'ouvrage. Mais donc, on cite la construction des radars secondaires de la couverture nationale, les tours de contrôle, les blocs techniques, les centres en route de la navigation aérienne, y compris le CRNA d'Assistance, qui donne lieu de la part de Robert Cavana à un développement. C'était des chantiers intéressants. Il y a eu aussi le siège de la DGAC où nous nous trouvons, qui a été construit sous la direction du service spécial des bases aériennes de l'Île-de-France. Voilà. Alors, on trouve dans ce chapitre 3 5 témoignages d'ingénieurs dont l'un a eu à travailler avec les services des bases aériennes. C'est Michel Boutourlinski, qui n'était pas lui-même ingénieur des bases aériennes, mais qui a eu à débrouiller un certain nombre de problèmes avec les services des bases aériennes et qui a trouvé que c'était relativement facile outre-mer, c'est-à-dire aux Antilles, et puis je ne sais plus, il a fait aussi une partie de sa carrière en Afrique. Tout était facile, ça discutait, les problèmes étaient résolus facilement. Et à partir du moment où il est arrivé à Bordeaux-Mérignac, tout est devenu beaucoup plus compliqué. C'était l'administration pure et dure, le service des bases aériennes ne voulait pas faire ce qu'il voulait. Il a fallu discuter. C'était plus difficile. Donc, les 3 autres ont exercé dans ces services. Ils étaient ingénieurs des bases aériennes. Ils ont commencé outre-mer. Bill Wedge, je l'ai dit tout à l'heure, a commencé au Vietnam. Chaper a commencé au Maroc. Et l'autre troisième, c'était Joseph Ollier. Je ne sais plus trop où il a commencé, mais en tout cas, c'est des gens qui ont commencé leurs activités vraiment sur les bases aériennes. C'était des ingénieurs des bases aériennes pures et dures qui ont travaillé outre-mer et qui ont travaillé ensuite largement à la SECNA. Et puis alors le dernier, c'est Dimitri Jordan-Davis qui est ici, qui a fait tout un chapitre sur un épisode de sa vie sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Alors donc ça donne lieu à un certain nombre de pages, c'est intéressant, vous le lirez naturellement. Voilà, à part ça, ce chapitre 3 comporte des encarts sur la SECNA, sur les aéroports de Paris, sur Sofréavia, qui œuvraient un peu dans le même domaine. Voilà, je crois que j'ai fini, Jean-François. Merci. Pour des raisons de disponibilité de Guilhem, on va laisser la parole à Guilhem maintenant parce qu'après il part. Et on présentera le chapitre 4 sur les ingénieurs pour les armées après. Guilhem, la parole est à toi. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, absolument. Bien, merci. Donc, merci d'adapter la présentation. Donc, je vais vous parler qu'on peut aller aux pages sur les grands ingénieurs, là. Yves, à la fin du diaporama. Bon, reste sur le diaporama. Oui. Quel numéro? Vas-y, tu avances et tu vas sur les grands ingénieurs. Voilà, c'est bon. Voilà, encore avant, là, sur la page jaune. Voilà, encore avant. Voilà, merci. Alors, le groupe de travail a effectivement souhaité rendre hommage à quelques-uns des grands ingénieurs, donc polytechniciens et ingénieurs des ponts et chaussées, dont les mérites ont marqué l'histoire des bases aériennes. 8 noms ont été retenus. Alors, parmi ces noms, tous ne sont pas célèbres, voire pour certains un peu oubliés de notre mémoire collective. Ils ont eu des parcours parfois très différents, avec des destins troublés par la Seconde Guerre mondiale, mais tous ces 8 ingénieurs ont été de grands serviteurs de l'État, de son infrastructure servante de l'aviation, comme selon les termes employés par Urbain Cassan. Alors, on va juste dérouler rapidement, donc par ordre de sortie de l'école des ponts et chaussées. Donc, Albert Cacot
dont la biographie corrigée nous a été fournie par son petit-fils Thierry Kérisel. On a rappelé qu'il était à l'origine de la création du service des bases, de l'appellation quelque part des ingénieurs des bases aériennes. Je souhaiterais signaler également ses innovations en matière d'infrastructures aéronautiques avec l'invention des hangars à double vent en béton armé, dits hangars CACO. On peut passer page suivante. Eugène Fraissinet, dont la renommée également internationale n'est pas à faire, mais c'est un ingénieur effectivement civil qu'on a quand même choisi de retenir dans cet ouvrage sur les bases aériennes, sur les ingénieurs des bases aériennes, car son apport a été considérable pour les infrastructures en béton armé, notamment entre les années 1915 et les années 35. On peut passer page suivante. Daniel Agneau, qui a commencé sa carrière au sein de la navigation aérienne. C'est à lui qu'on doit les premières concessions de lignes aériennes. Vous voyez la photo où il est un des premiers à prendre le vol, la liaison nocturne entre Paris et Londres. Donc, il a été aussi également au service du ministre de l'Air Pierre Cotte en 33-34 et après directeur des travaux et installations de l'air, donc la DTIA, de 1934 à 1939, où il va conduire la construction et la rénovation des installations aéronautiques en métropole et dans les colonies. Écarté par les lois de Vichy, il retrouvera une place au sein du SGAC, avec la direction du service des organisations aéronautiques internationales. On va passer à René Lemaire, qui est sans doute un peu plus connu. Et à la même période que Daniel Agneau, ils ont, je crois, une promotion d'écart. Il aura un début de carrière entièrement consacré aux infrastructures civiles, notamment dans l'aménagement aéronautique de la région parisienne. Résistant, emprisonné, puis évadé, René Lemaire va successivement occuper les postes de président du SINA, de la direction des bases aériennes, puis deviendra secrétaire général de l'aviation civile et commerciale de 1951 à 1956. Mais sa carrière ne s'arrêtera pas là, car il continue à œuvrer pour l'aviation, notamment en créant la première société d'air interne. On peut passer à Fernand Hémon, qui lui est beaucoup moins connu, voire presque méconnu. C'est un brillant mathématicien, docteur en mathématiques, et il va pourtant marquer la période des années 30 dans les structures en béton armé, en étant à l'origine de l'invention des couvertures en paraboloïdes hyperboliques, alors ce qu'on appelle PH. Cette invention qu'il a disputée avec l'ingénieur centralien Bernard Lafaille, qui est aussi également connu pour ces types de structures. Donc Fernand Hémon les a appliquées aux hangars aéronautiques avec des réalisations assez remarquables dans les années 30. Ces structures ce principe a été repris par des architectes de renommée internationale et fait encore l'objet de recherches universitaires. Et selon nos sources, il aurait été un des premiers directeurs du STBA, donc dans les années 45-46, donc juste après-guerre, pendant 2 ans, puisque René Lemaire fait appel à lui pour la construction de l'aéroport de Bâle, des installations provisoires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Jean-Louis Bonenfant, ensuite. Avec lui, on arrive sur les grandes figures des bases aériennes, des ingénieurs des bases aériennes de la seconde moitié du XXe siècle. Après une carrière brillante en Tunisie et une compétence internationalement reconnue en matière de chaussée aéronautique, Bonenfant est appelé en 1952 à la direction des bases aériennes, où il s'attache à définir le statut administratif, juridique et financier des aéroports, ainsi qu'à poursuivre les plans d'équipement. Et son décès brutal en 1956 fera l'objet d'un vibrant éloge du Conseil général des ponts et chaussées. Henri Mazen, maintenant. Premier chef du service spécial des bases aériennes des Bouches-du-Rhône, il le restera durant 20 ans, mais également directeur de l'aéroport de Marseille pendant 17 ans. Henri Mazen est une figure incontournable des bases aériennes dans le sud de la France. On lui doit une implication sans précédent dans l'aménagement de cet aéroport, tant au profit des hangars Boussiron, qui ont battu le record mondial de portée de plus de 100 mètres et qui existent toujours, que dans la construction de l'aérogare de Fernand Pouillon,
dont il reprend l'exécution au niveau de son service. Mais Henri Mazen ne se limite pas à sa région de prédilection, car de 1948 à 1962, il assure le cours de base aérienne à l'école des ponts et chaussées. Il terminera sa carrière à la tête du conseil d'administration de l'ENAC à partir de 1974. Et je vous propose de terminer par Georges Meunier, dont le nom est peut-être plus connu de vous. Après une première expérience dans les hangars aéroportuaires de type CACO à Orléans dans les années 30, Georges Meunier suivra les traces de Jean-Louis Bonenfant en Tunisie avant d'être appelé à lui succéder à la tête de la direction des bases aériennes. Il y restera de 1957 à 1974, presque 20 ans passés à organiser et à défendre les investissements dans les différents plans d'équipement aéronautique, tout en étant attentif aux évolutions nécessaires du régime aéroportuaire français. Les élèves ingénieurs de l'ENTPE se souviennent également de son cours sur la conception, construction et gestion des aérodromes. Il a été également très impliqué dans la défense des ingénieurs des bases aériennes au sein du syndicat des ponts et chaussées dès la création du cadre spécial des bases aériennes. Et c'est également lui qui favorise le recrutement, on en a parlé, dans le corps des ponts et chaussées, des ingénieurs des bases aériennes qui s'étaient engagés dans une affectation longue en Outre-mer. Georges Meunier terminera sa carrière en tant que chef de l'IGASEM de 1974 à 1979. Voilà pour cette sélection de grands ingénieurs. On s'est arrêté à cette période qui nous semblait effectivement la plus représentative. La suite bénéficiant de témoignages assez nombreux. Voilà. Je vous remercie. Le remerciement aux deux membres du groupe appartenant à la DGAC, à savoir Ariane Gilotte et Guilhem Labeu, sans lesquels le groupe serait resté, j'allais dire, en panne de carburant. Alors, merci encore à vous. Nous allons aborder maintenant, Ariane, le chapitre 4, qui est relatif à l'intervention des ingénieurs des bases aériennes pour les armées, dont le responsable est M. Pierre Rocher, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts. Alors, Pierre Rocher vous prie d'excuser son absence. Il aurait voulu présenter personnellement son chapitre. Malheureusement, des engagements antérieurs l'empêchent d'être parmi nous, mais il a néanmoins tenu à ce que je présente en son nom deux pages rédigées à votre intention. Pierre Rocher a été en poste à la DCIA de 2001 à 2005 en tant que directeur adjoint civil, puis il a rejoint le service d'infrastructure de la Défense de 2005 à 2008 en tant qu'adjoint au directeur central. Et il a signalé la richesse de ses postes sur le plan humain, à tel point qu'il m'a demandé de vous rappeler la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry pour qualifier ces postes, à savoir la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Alors, le chapitre 4, sous la responsabilité de Pierre Rocher, comprend 6 parties. Pierre Rocher a rédigé les 2 premières parties. La première partie retrace l'historique de l'évolution du cadre d'intervention des IBA au profit du ministère de la Défense. Il a bien sûr abordé de l'origine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'après-guerre et la création du SGA-CC et la création du service central de l'infrastructure de l'air en 1947. Il a mis en exergue la coopération remarquable près d'un demi-siècle entre le ministère de l'Équipement et le ministère de la Défense. Puis, il a brièvement présenté les travaux d'infrastructure réalisés pour l'armée de l'air et ceux réalisés sur les installations aéronautiques de l'armée de terre et de la marine. Son appréciation est que l'armée de l'air s'est toujours félicitée de l'intervention des ingénieurs des bases aériennes pour assurer le soutien de ces infrastructures qui constituent une partie intégrante de son outil de combat. L'armée de l'air a apprécié leur esprit d'initiative, leur faculté d'appréhension des situations particulières, leurs compétences techniques et la qualité des ouvrages qu'ils ont réalisés.
Je passe maintenant à la deuxième partie du chapitre 4, qui est le témoignage de Pierre Rocher sur les réorganisations intervenues de 2005 à 2008. Il signale tout d'abord la fusion en 2005 des services d'infrastructure de la Défense, génie, travaux immobiliers et maritimes, infrastructure de l'air, au cours de laquelle il a œuvré pour maintenir le rôle joué par le ministère de l'Équipement auprès du ministère de la Défense pour ses infrastructures aéronautiques. Ensuite, il a abordé les évolutions intervenues après la création du SID, le service d'infrastructure de la Défense, de 2005 à 2008, avec notamment la création du SNIA, le service national d'ingénierie aéroportuaire, pour laquelle il s'est investi en liaison avec Patrick Gogdandil, qui à l'époque était secrétaire général du ministère de l'Équipement, et il signale également les rapports étroits avec ses amis, les chefs des SSBA. La troisième partie est rédigée par Robert Cavana, qui présente les subdivisions des bases aériennes, échelon essentiel des services locaux d'infrastructure mis en place par le ministère de l'Équipement pour son intervention au profit du ministère de la Défense. Il décrit à titre d'illustration l'intervention de la subdivision des bases aériennes de Brétigny-sur-Orge sur le projet CIMAD, projet qui a pour but de regrouper les différents services de maintenance en un seul service, le CIMAD. La quatrième partie est rédigée par Jean-Pierre Lalande, ici présent. Donc, cette partie présente des interventions des services des bases aériennes sur les aérodromes de l'armée de terre sur 3 sites, Dax-Cérès, le Luc-le-Canet et Sainte-Léocadie. La cinquième partie est rédigée par M. Michel Collat, ingénieur général des travaux maritimes. Il comprend plusieurs volets. Une présentation du service des travaux maritimes et du corps des ingénieurs des travaux maritimes, une histoire de l'aéronautique navale, une présentation du rôle des services locaux constructeurs sur les bases de l'aéronautique navale. Enfin, 2 opérations sont décrites, la base de Landivisio et la réfection de la piste de Mururoa par le génie de l'air. 6e et dernière partie, rédigée par le lieutenant-colonel Thierry Géant. Cette partie est consacrée aux officiers infrastructures sur les bases de l'armée de l'air, partenaire des ingénieurs des bases aériennes. Elle décrit les diverses entités militaires dédiées aux infrastructures, l'unité d'installation des transmissions génie de l'air, compagnie d'infrastructures, ainsi que les organismes techniques et logistiques de l'armée de l'air. Voilà pour le chapitre 4. Et pour conclure, Pierre Rocher tient à nouveau à rendre hommage à ses collaborateurs, à ses collègues et amis avec lesquels il a travaillé en parfaite confiance, notamment pendant la période charnière qui a suivi la création du service d'infrastructure de la Défense. Voilà pour le chapitre 4. Oui, alors, avec votre permission, je rappelle les membres du groupe. Donc, bien entendu, l'instigateur, M. René Bosque, Michel Boutourlinski de la DGAC, qui a été le président fondateur du CHIACRA, n'est-ce pas Jean-François? Robert Cavana, qui a été le chef du SSBA-IF et à qui nous devons le siège de la DGAC. Jacques Dupeigne, juste en dessous, Jean-Pierre Lalande, les inspecteurs généraux des bases aériennes. Dimitri Jordandelis, qui était directeur des équipements au sein d'Aéroports de Paris. Moi-même, donc, qui ai fait carrière à la DGAC au sein d'un service disparu maintenant, qui s'appelait le service de la formation aéronautique et du contrôle technique. Pierre Rocher, donc, qui a été longtemps en poste à la DCIA. Louis-Michel Chance, qui a été le chef du service technique des bases aériennes et du STAC, service technique de l'aviation civile. Jean-François Vivier, notre président, et Jean Sauter, qui a été ingénieur général honoraire des bases aériennes. Ariane Gilotte, que nous ne présentons plus. Guilhem Labeu, qui est ingénieur architecte
au SNIA, et je cite Gilbert Néel, qui nous a apporté sa grande contribution à la fin avec une relecture minutieuse de notre ouvrage. Voilà, et je terminerai en disant que notre ouvrage, donc, oui, je cite rapidement les témoignages et les auteurs. Richard Raffaillan, qui est en poste à la direction du service de l'aviation civile à Tahiti. Henri Billouette, donc Jean-Louis Bonenfant, Michel Boutourlinski, Jean Saper, Michel Collat, Michel Delpeuch, Patrick Gandil, prédécesseur, donc M. Damien Cazé, Thierry Géant, Dimitri Jordandelis, Pierre Graff aussi, directeur général, prédécesseur de Patrick Gandil, André Hamou de Sofravia, Alain Laslaz qui nous a fait bénéficier de son article en début d'ouvrage pour bien montrer la continuité du réseau des bases aériennes. Donc, au tout début, nous trouvons donc l'article d'Alain Laslas, qui a été le premier directeur du SNIA, Service national d'ingénierie aéroportuaire, qui est l'héritage du réseau des bases aériennes. Voilà, et je pense que nous arrivons à la fin de l'ouvrage, Jean-François. Bon, bien écoutez, on s'arrive à la fin de l'ouvrage. Je ne sais pas combien de temps on dispose pour des questions. Une petite démonstration. Il y a une démonstration, alors allez-y pour la démonstration. Pour accéder à la version augmentée du livre sur les ingénieurs des bases aériennes, vous avez deux solutions. La première, c'est de flasher ce QR code avec un smartphone ou une tablette. La deuxième consiste à se rendre sur le site de Calameo, donc de taper PPMAC là, pour Passion, Patrimoine et Mémoire d'aviation civile. Vous arrivez sur une page de dossier avec le dossier qui nous concerne, donc 2E, Mémoire des bases aériennes. Vous voyez qu'il y a différents documents, donc pas uniquement l'ouvrage, mais un certain nombre de documents en lien avec la thématique. Puis vous cliquez donc sur Lire la publication. Et nous arrivons donc dans cet ouvrage augmenté qui consiste à mettre des liens donc, sur le PDF vers des photos, des vidéos, des PDF ou vers des sites internet. Comme par exemple ici, la playlist de la chaîne YouTube de GIACRE et de la mission Mémoire, dans laquelle vous retrouvez des vidéos en lien avec cette thématique. Notez au passage que le sommaire est comme d'habitude dynamique, donc vous pouvez cliquer sur n'importe quel article. Premier exemple de lien donc, vers un ouvrage qui est déjà sur Calameo, donc les ingénieurs de la navigation aérienne en Outre-mer. Donc vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le lien. Pour les photos, donc pour celles dont on a les droits et qu'on voulait mettre en plus grand, donc on a opté pour deux solutions. Donc la première avec la photothèque du stack, vous allez voir ça tout à l'heure. La deuxième avec la solution en ligne, donc la base de photos Flickr, et en l'occurrence c'est celle de l'association Anciens Aérodromes qui nous permet d'héberger les photos de l'ouvrage, et vous accédez aux photos détaillées avec des commentaires et un certain nombre d'informations. Voilà, donc vous pouvez faire ça par photo ou via des albums de photos. L'ouvrage nous permet aussi de mettre en zoom certains documents qui sont relativement peu visibles à l'écran. L'autre façon de mettre en lien des photos, donc c'est via la plateforme de la photothèque du stack, pardon, qui vous donne toutes les informations, l'auteur, les identifiants et la possibilité de zoomer sur la photo. Voilà. Vous retrouvez aussi la possibilité de mettre en lien donc, vers des pages à l'intérieur du livre. Donc là, ça renvoie vers la biographie de Georges Meunier. Toujours des liens vers des ouvrages
stockées sur Calameo, des photos, ou des PDF qui sont là stockés sur la base documentaire du stack, voilà, comme ce catalogue ou ce rapport d'activité auquel vous accédez directement. Voilà. Je vous montre un autre exemple de documents en annexe que nous avons mis. Donc, ce sont des collections de documents auxquels on accède par ce sommaire. Voilà, par exemple, ici la plaquette de présentation du SCBA en 88. Voilà, des organigrammes, des rapports d'activité ou des vidéos, comme celle du stack en 2011. Voilà, donc là c'est pareil. Chaque fois que vous voyez ce rectangle bleu, c'est qu'il y a un lien attaché. Voilà. Donc on a fait ce travail pour le chapitre 1 et en partie pour les autres chapitres. Là vous retrouvez des liens vers des vidéos du SBAIF. Et encore un autre exemple d'album photo en lien donc avec cette station Météo France conçue par le SBAIF et notamment par Michel G, ce qui nous permet de mettre un certain nombre de photos d'époque ou de chantier. Voilà, on a fait pareil pour les 3 SSBA. Hein. Là, je vous montre un autre exemple pour l'escale aérienne d'Istres, hein, réalisé par le SSBA du Sud-Est. Pour le SSBA Gironde, donc un certain nombre de plaquettes, de rapports d'activité ont été mis, de photos. Pour le SSBA Sud-Ouest, donc à partir de 87, idem avec des journaux internes, voilà, ou des rapports d'activité plus récents. Pour les ESBA, donc c'est essentiellement les photos de la photothèque du stack. Pour le service local des bases aériennes, donc des Alpes-Maritimes, donc on a exploité aussi des documentations donc, du STNA sur la tour de contrôle, des photos et également une vidéo que je me... Alors cette vidéo a été réalisée pour la direction des bases aériennes par le STBA. Dans les années 53-54, il y avait 3 vidéos en fait à la suite. La première sur Mirecourt, base OTAN. La deuxième sur Nice, c'est celle-là. Et la troisième sur Ajaccio. Donc on les a divisées et on les a en partie légendées, pas encore pour celle-là, mais ce sont des témoignages assez intéressants d'une activité donc en couleur déjà, hein, des témoignages couleur, avec un certain nombre de techniques qui sont montrées et des engins, des matériels, donc c'est une source d'archives assez précieuse. Voilà. Et à la fin, donc on remet les mentions légales, voilà, pour ne pas oublier où est stockée cette vidéo, quels sont les droits associés et quels sont les principaux acteurs. Voilà, donc on va revenir à la présentation. Je vais juste vous montrer donc quelques autres liens, notamment page 104. Voilà, sur l'Atlas des GAC donc de Jean Sauter, donc vous avez à la fois le lien vers la présentation de l'ouvrage qui est sur Calameo, mais alors on a choisi de mettre en lien aussi le site de l'association Anciens Aérodromes qui héberge depuis quelques années maintenant l'ensemble des fiches Atlas de la DGAC, donc avec l'accord de la mission mémoire. Et donc vous retrouvez avec ces petites pastilles bleues, chaque fois la page qui était dans l'Atlas DGAC de Jean Sauter. Voilà. Donc si on continue, donc on retrouve toujours les liens vers des albums photos, notamment pour la SECNA, on a un fonds que Alain Laslas nous a récupéré. Donc là c'est Abidjan, la tour de contrôle 87, mais également sur la construction de Yaoundé dans les années 60. Et j'en profite pour signaler donc un ouvrage de Jacques Dupeigne qui est paru dans la revue Pour Mémoire du ministère, donc qui traite de cette période-là, mais qui n'avait pas pu être intégré. Donc c'est pour cette raison qu'on l'a mis en lien, parce qu'il apporte un éclairage assez intéressant à cette période avant la SECNA. Je file page 197, vous retrouvez sur la période OTAN la deuxième vidéo du stack sur la construction de cette base, de la piste de la base de Mirecourt. Et je vais bientôt terminer. Je voulais juste vous montrer donc un fond de photo que nous a donné Michel Mazille
sur les réunions des chefs de subdivision base aérienne pour la région aérienne Nord, dans lequel on retrouve donc sur plusieurs années ces rencontres de tous les chefs SLI des bases du nord de la France. Voilà, ce qui permettra aussi d'incarner un peu plus et aux gens de retrouver les noms de leurs collègues. Voilà, je termine par une photo de classe. Grâce au travail d'Ariane Gillotte, nous avons pu obtenir de la bibliothèque de l'école des ponts et chaussées donc les photos de classe de certains des grands ingénieurs là, qui sont évoqués à la fin de l'ouvrage. Voilà, c'est toujours intéressant de retrouver, là c'est Henri Mazen avec ses camarades de promotion donc en 1934-1935. Voilà, et on en a 5-6 photos de cette époque. Je vous remercie. Merci, Guilhem. Oui, merci beaucoup. C'est une vidéo, il est plus là. Alors, je peux vous montrer. Il ne vous a pas tout à fait tout montré. Voilà. Donc là, on est dans Calaméo. On est dans la playlist, le dossier des ingénieurs des bases aériennes. Il y a le document et il y a tous les documents qui ont été rajoutés. Quand on voit dans la lecture du document, on peut défiler les pages, toc, 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 et puis ici, je peux accéder au sommaire. Je peux y accéder par là. Ici, j'ai un retour au sommaire. Le sommaire, il est aussi là-dedans. Donc, j'ai 2 entrées dans le sommaire. Ici, il y a l'accès à tous les documents du dossier. Donc, je peux aller directement aussi faire un autre document du dossier. Et on reste dans la même fenêtre. Là, ici, mon retour arrière me permet de revenir dans le document initial. Parce que sinon, en général, les liens, ça ouvre des fenêtres supplémentaires. Donc ici, c'est vers la playlist YouTube. Ah, bon, raté. Le lien ne fonctionne pas. Bon, je crois qu'il y en a suffisamment comme ça. Ok. Très bien. Écoutez, encore merci pour cet énorme travail. Alors, ça nous met ça nous fait saliver en pensant au tome 2. Hein, voilà. Donc, mais on sait qu'on a de quoi s'amuser avec le tome 1. Bien. Il y a des questions? Oui. Prononciation avec l'accent du midi. Non, même à Aix, on disait Mazin. On disait Mazin à Aix. Bien. On va pouvoir, Oui, c'est bien. pouvoir arrêter. On a tenu les délais qui étaient prévus. Encore merci à tous d'être présents, bien physiquement ou virtuellement. Et puis donc, le compte rendu quelques semaines. Et puis, je vous souhaite bon courage pour les mois qui viennent et en espérant qu'en 2023, les circonstances seront plus favorables encore. Voilà, merci. Et merci à Yves particulièrement et à Ariane aussi, beaucoup travaillé pour tout ce que nous avons pu vous présenter aujourd'hui.